Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, tribune libre consacrée au nucléaire, nous serons en compagnie du scientifique Jean-Pierre Petit et nous allons en savoir plus, je l'espère, sur le stockage des déchets nucléaires. À tout de suite. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Jean-Pierre Petit, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, suite à notre première émission sur le dossier nucléaire et d'autres émissions réalisées avec diverses associations antinucléaires, notamment la CRIRAD, Sortir du nucléaire, nous allons aujourd'hui, avec vous Jean-Pierre Petit, évoquer le stockage et les problèmes que posent les déchets nucléaires. Chez nous, en France, quelle est la situation en matière de stockage des déchets nucléaires? Alors, si vous voulez, moi je voudrais tout de suite attirer l'attention des auditeurs sur une vidéo qui a d'abord été mise en ligne sur le site de Sortir du nucléaire, et puis si les gens vont sur mon site www.jppetit.org, ils trouveront l'adresse de cette vidéo. C'est un Américain qui a un nom polonais, je ne l'ai pas en tête immédiatement, c'est un type qui doit avoir 45 ans. Il a dirigé l'équivalent de l'ASN américaine. Alors l'ASN, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Aux États-Unis, ça s'appelle la National Regulation, Committee, c'est ça, Nuclear Regulation Committee, c'est-à-dire la commission pour régler tous les problèmes du nucléaire. Et il a dirigé ça de 2010 à 2012. Donc il est arrivé en plein Fukushima. Alors, bon, avant Fukushima, tout le monde dormait, les Américains dormaient, etc. Puis là, après, ça a été le gros réveil. Ça a été un réveil pour des tas de gens, pour moi en particulier, parce que moi aussi je roupillais. Et ce qu'on trouve dans cette déclaration, dans cette vidéo, c'est quelque chose d'extraordinaire, moi je trouve, parce que ce type, c'est pas le premier venu, c'est un type qui a dirigé tout ça, donc il est compétent, il a une vision vraiment réelle du nucléaire. Il fait une conférence au Japon, et il déclare une chose que moi je pense profondément, c'est que le nucléaire actuellement, tel qu'il se pratique, que ce soit fusion, fission, n'importe quoi, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est catastrophique. Et c'est ingérable, quoi, c'est tout. Et c'est ingérable pour des tas de raisons. Et là, on peut penser aux dangers que ça représente, aux réacteurs vieillissants, au fait qu'on ne peut pas les démanteler. Mais un des dangers les plus terribles, c'est le déchet. Et ça, on ne sait absolument pas les gérer. Alors, on va parler de ça aujourd'hui, parce que, qu'est-ce que c'est que ces déchets? Les déchets, il y en a de différents ordres. Quand vous prenez un réacteur nucléaire, à eau bouillante, à eau pressurisée, à tout ce que vous voulez, il a un cœur. Et dans ce cœur, par exemple, quand vous prenez un réacteur qui a un cœur qui fonctionne à l'uranium, il y a des barres, tout le monde a vu ces schémas avec ces dessins. Dans ces barres, il y a 99,7% d'uranium-238 et 3% de 235. Alors, il faut dire une chose, c'est que le minerai naturel, il fait 0,7%. Donc, on multiplie cet enrichissement par un facteur 4 et à 3%, ça marche. Alors, si on a un cœur suffisamment volumineux, suffisamment massif, on dégage de l'énergie. Et cet uranium subit des fissions. Vous savez que dans la fission, les atomes se cassent en deux. Alors ça produit toutes les joyeusetés que vous pouvez imaginer, le strontium, le ceci, cela, l'américium, des véritables catastrophes qui ont des durées de vie extrêmement longues. Et puis quand ces 3% d'uranium se sont transformés et qu'il ne reste plus qu'1%, eh bien on décide qu'on arrête. Et à ce moment-là, on décharge le cœur. Et ce cœur est composé à ce moment-là du même pourcentage de 238. Et puis il y a 1% d'uranium qui ne pose pas trop de problème, mais il y a surtout du plutonium qui a été produit. Et puis il y a tous ces déchets qui continuent à se décomposer eux-mêmes en produisant de la chaleur. Alors c'est pour ça que il faut mettre ces cœurs dans de la flotte pendant 5 ans.
pour attendre que ça se calme. Quand on dit que ça se calme, c'est-à-dire que le dégagement de chaleur soit suffisamment faible pour qu'on puisse laisser ça à l'air libre, qu'on soit pas obligé de mettre ça dans l'eau, quoi. Alors maintenant, les Français et des tas de pays, mais surtout en France, on a une idée tout à fait géniale. On récupère le plutonium des cœurs de réacteurs que les étrangers nous envoient avec leur wagon Castor. On appelle ça le retraitement. Et dans le retraitement, on récupère ce plutonium. Et à ce moment-là, on fabrique ce carburant miracle nouveau qu'on appelle le MOX. Et le MOX, c'est bien de trouver un mot comme ça, parce que les gens se demandent qu'est-ce que c'est que le MOX. Oui, c'est un micro-trottoir, vous demandez à quelqu'un, le MOX, c'est quoi? Il n'en sait rien. En fait, le MOX, c'est de l'uranium et du plutonium. C'est-à-dire qu'on fonctionne au plutonium. Alors, le plutonium, ça a cette réputation d'une dangerosité absolument épouvantable. Mais surtout, lorsque on décharge un cœur qui fonctionne au plutonium, c'est pas 5 ans qu'il faut attendre, c'est 50 ans. Donc là, les déchets posent des problèmes encore plus inextricables. Alors, vous voyez, quand on fouille un petit peu dans cette technologie nucléaire, mais on se demande où est-ce qu'il y a de la raison là-dedans. C'est inimaginable. Quand on écoute les gens parler, c'est quelque chose d'inimaginable. Ce MOX, c'est de la folie furieuse, quoi. Et puis, tout le monde a l'air plus ou moins de s'y mettre. Et alors, au bout du compte, vous voyez, par exemple, l'ANDRA, qui est l'agence qui gère les déchets radioactifs, qui a ça comme projet, a créé un centre expérimental, CIGEO, et il y a des gens qui ont trouvé très intelligent de stocker ces déchets dans un filon d'argile à 550 mètres de profondeur, un filon qui fait 150 mètres d'épaisseur. Alors ça consiste à mettre un peu la poussière sous le tapis, mais c'est pas n'importe quelle poussière. Mettre des choses dans des mines, c'est assez dangereux, c'est assez emmerdant. Par exemple, on a essayé de faire ça avec une mine, j'ai pas le nom en tête à l'instant, où on a voulu stocker l'amiante qu'on avait récupéré de différentes installations industrielles, et puis surtout cette saloperie qui est la dioxine. Et à ce moment-là, on avait choisi de mettre ça, je crois, dans une mine de sel. Et puis tout d'un coup, il y a eu un problème, il y a eu un incendie, parce que dans les mines, quelquefois, il y a des incendies. Il y a des incendies parce que il y a des déchets qui dégagent de l'hydrogène. Et l'hydrogène, quand ça se dégage en pleine nature, il n'y a pas de problème, comme c'est léger, ça monte. Bon, on s'en fout. Tandis que dans une mine, ça stagne. Et quand vous avez un mélange où il y a 4% d'hydrogène dans l'air, eh bien c'est explosif. C'est très peu, 4%. Donc cet hydrogène se dégageant, eh bien on a eu un incendie dans cette mine, et cette mine, on a été obligé de la condamner. Alors voilà une mine où il y a de l'amiante et de la dioxine, et puis elle est condamnée. Bon, c'est une chose. Mais une mine qui contient du nucléaire, c'est beaucoup plus important. Alors là, je discutais encore ce matin avec Michel Guérit, là, qui courageusement se bat contre ce projet aberrant, quoi. Ce projet CIGEO, c'est donc un projet qui coûte 1 milliard d'euros par an, et ça fait 10 ans que ça dure. Donc on a dépensé 10 milliards pour construire ça. En effet, oui. Donc il y a un bel ascenseur, les gens descendent, et puis il y a un tunnel et tout ça. Et tout ceci est fondé sur une loi qui s'appelle la loi Bataille. Bataille, c'est un député, c'est un nucléo-député. L'autre, c'est Bruno Vidot. Et ils ont fait passer une loi, justement, comme quoi on allait vraiment faire des essais, des expérimentations pour savoir si on peut stocker ces déchets en profondeur. Et ce qui est assez remarquable, c'est que on a une expérience de stockage en profondeur, comme ça, sous la terre, dans des mines, c'est ASE, A2SE, en Allemagne. Et la mine de ASE, c'est une mine de sel, et à ce moment-là, là aussi, c'est là que ça fait peur. C'est que quand on veut avoir un projet comme ça, on fait appel à des experts. Alors tous les experts disent ceci, disent cela, disent ceci, disent cela. Puis souvent les emmerdes arrivent, ils sont déjà morts, ils s'en foutent, ils ont rendu leur rapport. Et lorsque le projet d'enfouissement dans la mine d'As avait été envisagé, mais les rapports d'expertise disaient qu'il n'y avait aucun problème. Effectivement, on demandait à des géologues, est-ce que un filon de sel, est-ce que c'est stable? Oh, oui, c'est stable, sur des millions d'années, il n'y a aucun problème. Et oui, ces choses-là, c'est stable, à condition de ne pas faire des trous dedans. Et si vous allez, par exemple, vous avez des dessins partout, vous pourrez en trouver sur Internet, vous faites ASE, et vous trouverez tout ça. Sinon, vous allez dans mon site, eh bien, vous voyez, à ce moment-là, cette mine de sel, eh bien, on a fait des grandes galeries là-dedans, qui font des centaines de mètres, 10, 20 mètres de hauteur, on a gratté du sel. Et alors, quand on fait des trous comme ça, eh bien, la mine bouge. Et alors, elle bouge, elle se fissure.
Et comme elle se fissure, il y a des infiltrations d'eau. Alors, on avait cette mine de Hasse, qui était donc abandonnée avec ses galeries, et les Allemands ont commencé à y enfourner des bidons, mais en vrac. Oui. Vous avez des photos, vous voyez des bennes basculantes, bom, 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 qui envoient des bidons comme ça, tagalac, tagalac. Ils ont fait ça pendant X années, je crois qu'ils ont mis 130 000 bidons, quelque chose comme ça. Puis tout d'un coup, il y a eu des infiltrations d'eau, et maintenant, on est en train de se dire, il faudrait enlever les bidons de là, c'est pas possible. Ça coûterait 10 fois le prix que ça a coûté de les mettre dedans. Donc, vous avez un exemple de projet qui a été cautionné par des experts et qui se termine pas en catastrophe, mais presque, quoi. Hein. Bon, j'espère qu'ils nous disent, mais tout ça c'est extrêmement stable et autres. Mais oui, mais quand on va creuser des galeries dans cet argile va bouger, bien va sûr. se fissurer. Puis surtout, il y a des choses qui sont, moi je trouve, extrêmement graves. Il n'y a pas besoin d'être un grand physicien pour comprendre d'où viennent les problèmes. Dans ces stockages souterrains, on va stocker ça en milieu confiné. Or, on va stocker des objets qui ne sont pas passifs. Hein. C'est pas comme de stocker des oxydes quelque part, voilà, ça bouge pas. Non, le nucléaire, c'est quelque chose d'actif. Par exemple, on a une tapée de bidons de métal dans lesquels il y a des choses. Alors, quand je dis il y a des choses, c'est parce qu'on ne dispose pas de l'inventaire, on ne sait pas ce qu'on a mis dedans. On est incapable de dire dans ce bidon, il y a ci, il y a ça. Or, les matières plastiques, au bout de temps, de décennies, se décomposent et produisent de l'hydrogène. D'ailleurs, les bidons en métal, les bidons, ça rouille. Des bidons, on en a flanqué des tripotés dans la Manche, et vous savez que Greenpeace est allé faire des films là-dessus. On voit ces bidons au fond de la Manche avec des trous. Puis les poissons rentrent et ils sortent. Alors c'est bien parce que ces bidons contiennent des matières nucléaires. Les poissons rentrent, ils les bouffent et après ils les propagent n'importe où. Ça passe dans la chaîne alimentaire, c'est extraordinaire. Disons que la mer, c'est vraiment le dernier endroit où il faut stocker des trucs parce que les animaux qui vivent là-dedans baladent le truc. Ça fait le tour de la Terre. Mais bon. Alors vous avez les bidons en métal, comme ça c'est déjà pas solide. Ensuite, deuxième structure de confinement qui a l'air très impressionnante, c'est le béton. Mais le béton, il faut comprendre une chose, c'est que c'est un produit qu'on fabrique par hydratation. Alors si vous habitez dans un HLM et que vous avez des murs en béton, il faut que vous sachiez que la moitié de vos murs c'est de l'eau. C'est tout. Donc quand le béton se décompose, il relâche, ça flotte, c'est tout. Et puis si on fait du béton armé avec des tiges en métal, allez voir les photographies partout. Si vous cherchez béton, vous aurez des renseignements. Sinon j'en parle un petit peu dans mon site aussi. Vous avez des tiges d'acier qui arment votre béton. Et le béton, ça n'est pas complètement étanche. Même l'oxygène passe au travers. Donc à ce moment-là, les tiges de fer s'oxydent dans le béton. Et comme l'oxyde de fer, ça tient plus de volume que le fer lui-même, eh bien ça se dilate. Et on appelle ça le cancer du béton. Alors, vous voyez, on va faire... on est obligé d'utiliser soit du métal, soit du béton. On va faire des galeries. Puis ces galeries, on va mettre des arcs pour les soutenir, tout ça. Puis, ma foi, qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans? Dans 100 ans, ce béton va s'effriter, les galeries vont s'effondrer, il y aura des mouvements, etc., etc. Alors ensuite, les bidons en fer, les bidons en acier, l'acier, ça se corrode, il n'y a pas de problème, il y a de l'oxygène. On ne va pas stocker ça avec une atmosphère d'argon, ça coûterait trop cher. Bon. Alors après, vous avez le béton. Alors, vous voyez que le béton, ça laisse passer des tas de choses. Par exemple, dans des stockages en surface, on a mis des bidons en acier, serrés les uns contre les autres, puis après, on a coulé du béton. Alors là, on s'est dit, c'est tranquille. Vous avez le tritium. Le tritium, il passe au travers du métal, il passe au travers du béton, et quand on prend un détecteur, on s'aperçoit qu'il y a un peu de tritium. Alors ça, c'est quand même moins important, parce que c'est de l'hydrogène, ma foi, ce tritium, il fout le corps dans l'atmosphère. Mais tous ces produits-là qui se dégagent lentement mais sûrement, quand c'est dans un milieu confiné, c'est catastrophique. Hein, si on met ça dans des galeries où tout est tassé comme ça, il y a un risque de dégagement de quelque chose d'explosif. Alors, s'il y a quelque chose justement qui peut péter, qui peut flamber comme ça, eh bien, il y a beaucoup de colis aussi, parce qu'ils ont trouvé ce mot poétique de colis, qui sont enrobés dans du bitume. Alors, merveille, le bitume, ça flambe à 300 degrés. Donc, dès que la température va atteindre ces valeurs, le bitume va commencer à participer à la fête, quoi. Ça va être merveilleux. Hein, bon. Ensuite, vous avez des conditionnements
dont on nous fait grand cas à La Hague, on prend les déchets radioactifs et on les conditionne dans du verre. Alors le verre, ça a l'air de quelque chose d'extrêmement pérenne, quoi. Et c'est vrai qu'un physicien dira que les matériaux ont ce qu'on appelle un produit de solubilité. Les choses sont plus ou moins solubles. Si vous mettez quelque chose dans du verre, ça tient très très longtemps, quoi. On retrouve des bouteilles en verre datant des pharaons, c'est parfait. Mais le verre, ça n'est pas un solide, c'est un liquide très visqueux. C'est-à-dire que le verre, s'il est à la température ordinaire, ça va, bon. Mais s'il est à 300-400 degrés, il commence à devenir mou. Puis alors après, 1000 degrés, c'est fini, c'est un fluide. Donc il devient fluide. Donc imaginez que vous ayez des containers avec des produits de haute dangerosité, avec des très grandes durées de vie qui sont conditionnés dans du verre, et tout d'un coup, il y a un peu d'hydrogène comme ça qui s'est dégagé. Et ça se passera pas, peut-être pas dans 10 ans, mais dans un siècle sûrement. Alors tout d'un coup, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans ou un siècle, il y a un incendie qui se produit, et à ce moment-là, le verre fond, et tout ce qui se trouve dans ces conteneurs en verre se balade. Puis ensuite, les galeries vont bouger, ça va se fissurer, il y aura des infiltrations d'eau, et tout ça, ça va se balader. On se demande vraiment si les gens qui ont conçu un truc comme ça ont vraiment les neurones en place, ou s'ils ne sont pas complètement marteaux. Ensuite, il y a un autre phénomène qui, je trouve, est extrêmement important, c'est l'absence totale de perception, de la conception du temps. Par exemple, si vous allez dans mon site, j'ai copié des vidéos correspondant à des débats qui correspondent à l'office des choix scientifiques et techniques. Et là-dedans, il y a un brave type, je ne sais pas, c'est Valdé Moulin, quelque chose comme ça, il doit avoir 74 ans, et il a fait une prospective sur les économies qu'on pourrait faire en plutonium. Alors accrochez-vous bien à votre écouteur, là. Il est allé jusqu'en 2150. Oui, en effet, oui. C'est-à-dire que ce type-là, je sais pas, mais c'est comme quelqu'un qui aurait imaginé à quelle vitesse pourront aller les locomotives à vapeur en 2100, quoi. C'est fou. Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a à peine plus d'un siècle, on savait pas que les atomes existaient, quoi. Donc voilà des gens qui sont en train de faire des projets qui s'étalent sur des millénaires, sur des centaines de milliers d'années, et ils n'ont pas la moindre idée que la physique peut changer. Par exemple, quand on interroge les gens du CEA sur les transmutations, ils parlent de ce qu'ils savent faire maintenant, quoi. Mais si ça se trouve, dans 50 ans, on saura faire des centaines de milliards de degrés et on saura décomposer les produits radioactifs qui sont maintenant. Mais de toute façon, alors ça, si je devais en parler, il faudrait une émission, mais il y a des possibilités de fusion aneutronique avec des températures de plusieurs milliards de degrés, ça n'a rien à voir, quoi. Donc là-dedans, on a face à soi des abrutis, des incapables, et puis surtout une industrie nucléaire qui est en train de se mondialiser de manière effrayante, quoi. On marque une pause dans Tribune Libre, on revient dans quelques instants. Tribune Libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Tribune Libre sur Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est Tribune Libre. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Petit. Nous parlons du stockage des déchets nucléaires. Par contre, on a des questions, Jean-Pierre Petit. Oui, on voudrait savoir combien de sites de stockage de déchets nucléaires se trouvent déjà chez nous en France et partout en Europe et dans le monde. Je suppose qu'il y en a partout. Écoutez, les chiffres, moi je les ai pas en tête. Ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que dans le projet CIGEO, si tout ça est acquis,
Donc tous les déchets nucléaires qui sont stockés à La Hague, qui sont stockés à Marcoule, qui sont stockés à Cadarache, etc., tout ça, ça devra converger dans la Meuse pour être enfoui. Et quand on dit enfoui, ça va pas être descendu à dos d'homme. On va imaginer une descendrie avec tout un système robotisé. Ah oui, en plus, ce truc robotisé, il ne faut pas qu'il tombe en panne. Il y a un truc en bas qui est coincé, qu'est-ce qu'on fait, hein? Bon, eh bien, gardez en tête le temps que les gens ont prévu pour descendre les déchets actuels. 120 ans. 120 ans. Le siècle. Oh là. C'est-à-dire que pour descendre les déchets dont nous disposons actuellement, il faudrait un siècle. Et on va continuer à en produire. Parce que là, nos nucléotrates, mais ils pensent aux EPR, ils pensent aux surgénérateurs à neutrons rapides, enfin, bon, je sais pas à quoi ils pensent. Vraiment, on va continuer à produire des déchets. Et puis, si jamais les gens acceptent ce geste qui consiste à foutre les déchets dans une mine au fond, c'est foutu. Parce qu'après, ça s'arrêtera plus. Puis en plus, ça va faire école. Il y a un débat qui a lieu en Angleterre, qui a eu lieu en Angleterre. Les Anglais ont dit non. Hein. Alors évidemment, des gens pourraient dire, mais si on ne fait pas ça, on fait quoi? Ben on fait rien, nom de Dieu. Quand on ne sait pas gérer un problème, eh ben on attend. Bien sûr. Pourquoi cette presse? Ces déchets, ils sont en surface. Alors vous avez le jeune type là qui gère le projet CIGEO, il dit ah oui mais quand on les aura mis dans la mine au moins on n'aura pas le risque de terrorisme. Oui mais là on en aura d'autres. Hein. Oui évidemment. Voilà. Alors je sais pas, je crois que c'est surtout, vous savez si je vous parlais de milliers de tonnes, de dixièmes milliers, ça parle pas, choses comme ça. Simplement il faut imaginer des convois de trains convergeant vers Bure pendant un siècle. Et en plus il faut stocker ces produits radioactifs à côté. Je crois que les gens ne se rendent pas compte. Alors, il y a un truc qui est consternant, c'est la complicité des élus locaux. Eux, du moment qu'on leur donne un terrain de tennis et un truc pour jouer aux boules, ils sont contents. Vous vous rendez compte? Avant, il n'y avait rien. C'était un endroit complètement désert. Maintenant, regardez, on a un hôtel, on a un restaurant, c'est extraordinaire. Voilà, c'est tout. Alors on dit que dans les fonds de la mer du Nord, il y aurait des containers, enfin en béton. On parlait de béton tout à l'heure en début d'émission. Est-ce que c'est vrai qu'il y en aurait? Vous savez, on a foutu dans les océans absolument n'importe quoi. Ouais. Hein, on a mis surtout cette espèce de mythe du béton, de mythe du conteneur en métal. Si vous voulez, je crois qu'il faut envisager. La nature, elle n'est pas idiote. Parce qu'elle pratique le biodégradable. Oui, tout à fait. Elle fabrique des choses, et puis après, il y a des petites bestioles qui les mangent, et ça se démerde, quoi. Tandis que nous, on fait du non dégradable. Par exemple, j'ai entendu un truc fantastique, quand les gens du CEA parlent des progrès réalisés en matière de transmutation. Alors là, c'est à se rouler par terre, parce que qu'est-ce qu'on sait faire? Ah ben voilà, si on faisait tel ou tel truc, eh bien, on pourrait prendre des déchets qui ont 100 000 ans de durée de vie, et ils n'auraient plus que 1000 ans de durée de vie. Oui, ils seraient dangereux pendant 1000 ans. C'est rien, 1000 ans. Formidable. Ils sont contents, ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose. Non mais vous voyez, alors il y a ça. Et puis encore un truc que j'ai appris, je savais déjà, c'est que le CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique, et le monde scientifique, mais il est complètement pourri de ce côté-là. Pourri jusqu'à l'os. Hein. Je veux dire que l'ANDRA donne des bourses de thèse à en veux-tu, en voilà. Imaginez-moi un type qui a un laboratoire de géologie, il a des étudiants qui veulent faire une thèse de géologie. Ben, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de bourse. Ah, mais oui, mais si vous vouliez étudier par exemple la stabilité d'un filon d'argile, alors là, pas de problème. Mais des bourses à 70 000 € la bourse, quoi. Hein, ça permet à condition de conclure dans le bon sens, vous voyez. Alors déjà, il y a ça. Mais de toute façon, dans les vidéos là de novembre 2011, vous avez un chercheur au CNRS qui est présent et qui défend cette stratégie de stockage du plutonium en disant que c'est un produit précieux, il ne faut pas le dégrader, il ne faut pas le conditionner, il faut le garder. Vous savez, c'était fou. C'était fou. Et on ne sait pas quoi faire. J'ai une honte, carrément, par rapport à ce qu'on appelle les scientifiques. Je dirais que mes collègues scientifiques, au mieux, ils sont lâches. Hein, au mieux. Au pire, ils sont achetés. Vous savez comment c'est de se faire acheter? Il y a 36 façons de se faire acheter, parce que ces gens-là, ils sont achetés que pas grand-chose. Hein. Évidemment, quand vous êtes dans le milieu de l'industrie, on parle de millions d'euros, etc. Non, un chercheur, ça va pas si loin. Mais par contre, on lui demande de faire une conférence à tel endroit.
Bon, ça va lui coûter 200 € et en plus, il va aller se faire héberger par un copain, mais on va lui rembourser 1000. Alors, il va gagner 800 €. Vous avez, par exemple, un personnage qui est ancienne du CNRS. Il y a une vidéo, je sais pas si je l'ai mise sur mon site, mais cette femme-là, elle dit, moi, je ne suis pas anti-nucléaire. Il y a un bout de vidéo qu'un camarade, il faut absolument que je mette ça en ligne, où elle dit, je ne suis ni pour ni contre le nucléaire. Si on doit en faire un petit peu, mais pas plus. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Elle n'a pas d'argument, cette femme-là. Quand, par exemple, je l'ai eu au téléphone 3-4 fois il y a 3 ans, à propos de la fusion, à propos d'ITER, elle m'a dit « Oh, vous savez, la fusion, j'y connais rien, je vais pas me recycler là-dedans, je suis âgée, quoi. » Elle jouait un peu le misérabiliste. Par contre, elle est salariée, payée par l'Institut sur la radioprotection. Alors, elle va conférencer, elle se promène. Alors, vous avez des gens comme ça, mais je pense à cet Américain. La seule attitude raisonnable à avoir, c'est dire on arrête maintenant. On ne fait pas un plan de sortie du nucléaire. Alors les gens diront oui, mais comment on fait? Mais comment vous dire? Allez, justement, comment on fait? Comment on fait? Mais prenez votre internet, allez chercher des vidéos sur la guerre. Vous avez vu ce qu'on casse dans la guerre? Vous avez vu ce qu'on dépense? Bien sûr. C'est extraordinaire. Simplement, il faut dépenser de l'argent. Simplement, il faut faire des recherches. Et c'est vrai que Yves Cochet, qui était à la députée des Verts, là, qui parlait comme un pauvre malheureux lors de cette séance de novembre 2011, il disait, mais depuis 60 ans qu'on fait du nucléaire, si on avait dépensé cet argent pour les énergies renouvelables, on aurait fait des progrès fantastiques. Là, actuellement, on demande à ces énergies renouvelables de fournir un prix du kilowattheure qui soit compétitif par rapport au nucléaire. Mais quelle connerie, nom de Dieu, mais quelle connerie. Le nucléaire, on ne parle pas du démantèlement, on ne parle pas du coût de santé. Même si vous regardez un petit peu les déclarations des uns et des autres, vous écoutez, vous entendez, il faudra que les Français se préparent à réagir face à un incident majeur. Mais c'est pas possible. Et c'est ce que dit cet Américain dans cette vidéo. On ne peut pas envisager une technologie, parce que lui, quand il est allé au Japon, eh bien au Japon, il y a des terres qui sont foutues. Et les Japonais, ils ont 70% de leur territoire, c'est des montagnes. Des plaines, ils n'en ont pas beaucoup. Ils sont très nombreux là-bas. Hein. Eh bien, il y a des régions où on ne peut plus aller. Et là, il y a même un truc extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un Japonais qui a décidé de retourner dans son village, malgré la radioactivité. Alors, c'est le kamikaze, quoi. Il bouffe du strontium, il pisse du strontium, il chie du strontium, il s'occupe des animaux de la ferme, il s'occupe des chats, il s'occupe de ses autruches, voilà. C'est tout un le film. Il va même être invité en France pour venir faire un tour, et il ira parler à la Commission européenne. Vous vous rendez compte? C'est de la folie, alors, ça. il y a une chose, c'est qu'un jour, on habituera les gens à revenir sur des terrains. Par exemple, il y a des gens qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on a abandonné la ville de Pripyat, là, vous savez, à côté de Tchernobyl, là, c'est devenu une ville morte. Regardez, il y a des cerfs, il y a des chats, il y a des chiens. Pourquoi on remet pas des hommes? C'est un peu radioactif. Non, mais simplement, on va se mettre... C'est comme la pollution, hein. C'est-à-dire que maintenant, quand vous achetez un produit alimentaire, vous savez qu'il y a je sais pas combien d'additifs toxiques dedans, quoi. Faut s'habituer à ça. Puis un jour, vous ferez vos courses avec un compteur Gégère. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Et Astrid, c'est un surgénérateur à neutrons rapides. Et la France se lance là-dedans. Vous voyez, en un mot comme un seul, il y a des gens qui se battent comme des malheureux contre ce système d'enfouissement profond, et les scientifiques ne bougent pas. Je suis scandalisé, moi. Scandalisé. Alors, soit ils sont en poste, et à ce moment-là, ils ont la trouille, parce que le lobby nucléaire est très puissant, soit ils sont à la retraite et ils sont fatigués. Voilà. C'est bien. Alors, on peut résumer ça comme ça. Alors, Jean-Pierre Petit, d'après un documentaire diffusé sur Arte, il y aurait des zones qui seraient 50 fois plus contaminées que la limite autorisée dans ces lieux à ciel ouvert. Est-ce que l'on a fait justement des mesures autour de ces centres d'enfouissement? Oh, non, mais autour de ces centres d'enfouissement, comment dire, il est à 550 mètres de profondeur. Oui. Ça remonte pas. Mais il y aura des remontées. Parce que les circulations phréatiques, c'est n'importe quoi, vous savez. Ça circule. En plus, cette zone de Bure, elle est sur un plan incliné qui va vers le bassin parisien.
Ouais. Mais il y a des zones, certains endroits au bord d'une rivière, justement sur ce documentaire d'Arte, qui disait qu'il y avait plein de gens qui venaient se baigner et qui avaient des... Oui, voilà. Ouais. Tout ça, ça porte des tas de noms. Là où on a fait des essais nucléaires froids, oui. des zones qui appartenaient à l'armée, tout ça. Il y a aussi une chose, un dossier dont je m'étais occupé il y a un certain temps, c'est les essais nucléaires souterrains furtifs en France, quoi. Oui. Hein, et ça, moi, je suis convaincu qu'il y en a eu. J'ai même eu un procès là-dessus. C'est effrayant. Du sous-directeur des applications militaires du CEA. Ah. Au cours d'un repas trop arrosé, il m'a expliqué qu'on faisait des essais nucléaires dans l'Hexagone, carrément. Ah oui. Voilà. Comment se fait-il que ces endroits ne sont pas fermés ou ne sont pas protégés alors qu'on sait qu'ils sont hautement radioactifs? Mais vous vous rappelez l'émission d'Evelyne Lucet, La France contaminée, quand elle était allée sur tous les endroits du Massif central où on avait exploité l'uranium, là, il y avait des parcs pour enfants où quand le gégère au ras du sol, ça crépitait. Ça, tout le monde s'en fout, Oui, mais on va à l'autodestruction, là. Je suis désolé, j'ai pas une vision très optimiste de ce truc-là. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'espère que les extraterrestres vont arriver avec un martinet pour nous mettre un petit peu au pas. Parce que les Chinois s'apprêtent à construire je ne sais combien de réacteurs. Vous savez, ma femme est chinoise, alors je suis assez au courant des actualités là-dedans. Mais en Chine, c'est très grand, la Chine. Ça ressemble un petit peu aux États-Unis au 19e siècle. Vous savez, au 19e siècle, les escroqueries, c'était extraordinaire. Il y avait des gens, ils montaient des trucs, après ils disparaissaient dans la nature. Et là, vous avez des gens en Chine qui construisent des ponts, par exemple, en béton armé, et au lieu de mettre du fer, ils mettent du bambou. C'est extraordinaire. Et après, ils foutent le camp. Alors vous avez un type, il fait une marche arrière avec son camion, il heurte le parapet du pont, et boum, ça casse, et on s'aperçoit qu'à l'intérieur, c'est pas du fer, mais du bambou. Mais ça, c'est classique. Il y a des tas de choses comme ça en Chine. Alors, quand on parle, par exemple, des EPR chinois, ça va être extraordinaire, quoi. Ils font des choses formidables, les Chinois, mais ce sont des roublards complets, quoi. Hein. Puis après, ce sera les Indiens, ce sera n'importe quoi. Puis, avec en plus la dissémination des armes nucléaires et tout ça, on fait tout pour... Vous avez un truc fabuleux à Cadarache, c'est là qu'on a mis au point les réacteurs des sous-marins nucléaires. Hein. Alors les réacteurs des sous-marins nucléaires, c'est pas très puissant, ça fait 40 mégawatts, 60 mégawatts, choses comme ça. Et à un moment, quelqu'un a eu une brillante idée, il a dit, ben voilà, au lieu de fabriquer des réacteurs de sous-marins, on va faire des espèces de cylindres comme ça, puis on va les mettre au fond de l'eau, comme ça il y a de l'eau pour refroidir, et puis à ce moment-là, il y a juste... Par exemple, vous allez dans la baie de Saint-Tropez, vous mettez un truc comme ça à 30 mètres de profondeur, puis il y a un câble qui amène l'électricité pour la ville, c'est parfait. Simplement, ce qu'on oublie, c'est que les éponges, elles arrivent à s'installer dans les trucs de refroidissement, il n'y aura personne pour rien contrôler, quoi. Enfin, et ces choses-là, ça existe, et on exporte ça. Il y a des pays qui achètent des machins pareils. Le type qui a le propos fin, c'est américain, quoi, qui dit il faut tout arrêter. Le nucléaire, c'est foutu. Hein, je ne veux pas dire qu'un jour on n'arrivera pas à faire un nucléaire propre, on n'arrivera pas à faire une fusion neutronique. À mon avis, oui. Par exemple, par contre, comment dire, arrêtons de courir après les miroirs aux alouettes, hein, la fusion froide. J'ai des amis qui suivent ça de très près. Mais on serait ravis que ça fonctionne. Mais ça fonctionne pas pour le moment. Alors concrètement, les solutions, c'est quoi aujourd'hui? Les solutions, c'est dépenser de l'argent. Par exemple, regardez, prenez le Japon. Hein. Tout d'un coup, moi je vais au Japon, et puis tout d'un coup, des politiques japonais me disent « Qu'est-ce que nous devrions faire, monsieur Petit ?» Écoutez, vous avez 70% de votre territoire, c'est des montagnes. Vous prenez les faces sud et vous mettez des capteurs solaires. Ah oui, mais elle est belle, notre forêt, hein, et nos montagnes sont jolies, on n'a pas envie de les abîmer. Oui, d'accord, alors vous faites quoi, hein? Et puis d'autant plus que c'est pas inefficace. Il y en a des milliers de solutions, des milliers. Les fermes solaires, c'est pas inefficace. Solaires. Oui, mais les fermes solaires, il faudrait sponsoriser, il faudrait que le gouvernement aide les gens qui veulent fabriquer ces capteurs. Vous vous rendez compte qu'il y avait qui fabriquaient des cellules solaires, puis elles n'étaient pas compétitives. Alors elle a fermé. Voilà, c'est tout. Alors c'est les Chinois qui fabriquent ça. Bien sûr, les Chinois, ils fabriquent tout au quart du prix. Les salaires sont la moitié, le quart de ce qu'on a ici. Alors les coûts salariaux, bonjour. Il faudrait faire des tas de choses. Mais surtout, il ne faudrait pas faire de nucléaire. Ah ouais, tout à fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter au niveau de ce dossier des déchets nucléaires? Vous
Vous savez, il y a une chose, j'ai vu circuler un dessin, là, un type a fait une espèce d'hybride entre un pigeon et un mouton. Alors c'est le picheton. Le picheton, il a une tête de pigeon et un corps de mouton. Alors, c'est formidable parce qu'il avale tout et on peut le tondre, il réagit pas. C'est le français, c'est tout. Tout à fait. Le français, c'est ça. Alors, vous nous avez fait parvenir un ouvrage, le livre de la jungle sous-marine, Jean-Pierre oui. Petit. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet ouvrage? Ben, vous savez, regardez un petit peu ce que je viens de vous raconter. Moi, ça finit par être lassant d'avoir des mauvaises nouvelles Ça, c'est sûr, oui. à sortir comme ça. C'est pas très agréable. Donc, si on n'a pas un peu de rêve dans sa vie, on crève, quoi. Donc, moi, je me suis offert ce petit plaisir et je l'ai offert aussi par mes lecteurs. Donc, j'ai pris le livre de la jungle de Kipling et puis j'ai fait sa transcription dans le monde sous-marin. Et ça m'a beaucoup amusé. Donc j'ai fait un petit bouquin, on peut le trouver un peu, pas en librairie, hein. Il faut aller sur mon site internet, www.jppetit.com, vous avez ce petit bouquin, et moi j'aime bien parce que c'est le style de Kipling, quoi. Alors bien sûr, j'ai été obligé d'enlever tous les noms parce que on sait jamais. Avec bien entendu. Éditeurs, je pourrais me retrouver avec 3 procès et 4 avocats sur le dos. Donc Bagheera ne s'appelle plus Bagheera, Balou non plus, même Mowgli, il a été obligé de changer son nom, quoi. Enfin, on retrouve un petit peu ce style et c'est illustré. J'ai fait beaucoup de dessins. D'accord. Alors on le mettra sur le site de la radio avec le lien de votre site internet. Pas de problème. Gentil. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs? Un message adressé aux auditeurs. Moi, je sais plus quoi dire, franchement. Ce que je trouve, un message, simplement ce que je peux leur dire, c'est que mes collègues, les scientifiques, ne font pas leur boulot. Ils sont intéressés par leur petit domaine, leur petit nombril. Et quand ils ont partie prenante avec le nucléaire, à ce moment-là, ils sont achetés. Ils marchent là-dedans. Donc, si j'ai quelque chose à dire, c'est que ça marche pas bien, quoi, c'est tout. Et je sais pas ce qu'on peut faire, je sais pas ce que peuvent faire les gens. Simplement aussi, ne vous laissez pas prendre au miroir aux alouettes avec l'énergie libre. C'est de la connerie, ce truc-là. On se fout de votre cœur, regarde, comme ça. L'énergie libre, bientôt la fusion froide, ça m'énerve, franchement, ça m'énerve. Les générateurs surnuméraires, tout ça. Ce sont des miroirs aux alouettes, ces choses-là. Merci Jean-Pierre Petit d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur cette antenne en tout cas. Ok. À très bientôt, au revoir. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.